Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'espace interplanétaire est un des milieux les plus hostiles qu'on puisse imaginer, notamment du fait de sa pression ambiante qui est quasi nulle. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « le vide de l'espace ». Ce que nous appelons vide reste cependant difficile à définir, car même à des millions d'années-lumière de la galaxie la plus proche, il se passe bien des choses dans le moindre millimètre cube d'espace. Une fusée qui décolle de la Terre va progressivement se retrouver dans un milieu à la densité de plus en plus faible. À quelques dizaines de kilomètres d'altitude, l'air va beaucoup se raréfier. Et à quelques centaines de kilomètres plus haut, on pourra se considérer dans le vide de l'espace. Ce vide voit cependant encore circuler beaucoup de matière. La frontière entre l'atmosphère et l'espace interplanétaire n'est pas nette. La Station spatiale internationale doit ainsi très régulièrement rehausser son orbite pour compenser une traînée résiduelle. Même au niveau de l'orbite de la Lune, à 380 000 km de la surface, on trouve encore des atomes d'hydrogène issus de la Terre. On pourrait donc presque dire que les missions Artemis ne traverseront jamais le vide de l'espace. Il existe cependant des zones de l'espace qui sont à très grande distance de toute planète ou étoile. Sans astres à proximité pour former ces atmosphères résiduelles, doit-on les considérer comme dans un vide complet? Là encore, les choses ne sont pas si simples. On trouve ainsi dans le milieu interstellaire du gaz, principalement de l'hydrogène, en très faible quantité, soit sous forme d'atomes, soit sous forme de molécules. Il est présent à raison d'environ 1 atome par centimètre cube. On parle donc ici d'une densité plusieurs milliards de fois plus faible que celle de l'air que l'on respire. On n'est pas dans le vide, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Cette densité est par ailleurs une moyenne. Sous le jeu de la gravité, l'univers se structure à très grande échelle en zone de surdensité et en zone de vide, ce qui lui donne la forme d'une éponge. Les zones de vide ont une densité 10 fois inférieure à la moyenne de l'univers observable. C'est probablement dans ces régions qu'on peut trouver les conditions qui se rapprochent le plus d'un vide parfait, du moins en ce qui concerne la matière. Car si on considère le vide comme un néant parfait, alors même l'absence complète du moindre atome ne suffirait pas. L'espace est en effet traversé par de nombreux phénomènes. Les photons du rayonnement électromagnétique, les neutrinos, les champs électriques et magnétiques, ou même les choses qu'on ne sait pas encore bien expliquer, comme la matière noire et l'énergie noire. Si on prend ces choses en compte, il est alors impossible d'imaginer un volume quelconque de l'espace qui soit complètement vide. Prenons l'exemple des photons. Même loin de toute source lumineuse, le fond diffus cosmologique est partout. Ce rayonnement, issu de la première lueur de l'univers, en baigne chaque parcelle également. De même, les étoiles et les galaxies dispersent leur lumière sur des distances très grandes. Il est ainsi impossible d'imaginer un volume de vide, où que ce soit dans l'univers, qui ne soit pas constamment traversé de photons. Pour pousser notre réflexion, faisons tout de même une expérience de pensée. Imaginons qu'on parvienne à construire un cube à l'intérieur duquel on est arrivé à faire un vide de matière parfait. Ces parois sont opaques au rayonnement électromagnétique sur l'ensemble de son spectre, et elles ne produisent ou ne transmettent aucune chaleur. Il n'y a donc théoriquement à l'intérieur de ce cube aucun atome et aucun photon. On est pourtant encore loin du vide. L'univers semble en effet aussi parcouru de particules qui interagissent peu avec la matière. Les neutrinos sont les plus connus, certaines particules candidates pour expliquer la matière noire en sont un autre exemple. Ces particules traverseraient les parois de notre cube idéal sans problème, inondant le volume qu'on essaie de préserver. Ces particules interagissent peu avec la matière, mais elles interagissent tout de même. Dans le cas des neutrinos, il devrait théoriquement être possible de les stopper à l'aide d'un mur de plomb d'1 année-lumière d'épaisseur. Pour les besoins de notre expérience de pensée, imaginons donc qu'on arrive à entourer notre cube idéal d'un tel mur. En pratique, c'est impossible, la structure s'effondrerait très rapidement en trou noir. Et c'est d'ailleurs bien la preuve que notre vide n'est pas vide. Sans atomes, sans photons, sans neutrinos et autres WIMPs ou actions, notre cube de vide parfait serait toujours occupé par des champs, dont le champ gravitationnel, qui ferait s'effondrer le mur de plomb. On parle ici d'une propriété fondamentale de l'univers qu'on ne peut pas enlever, même dans une expérience de pensée.
Tout objet massif crée un puits gravitationnel qui a une portée infinie. Le moindre grain de poussière situé à 10 milliards d'années-lumière de nous a en théorie une influence gravitationnelle sur le système solaire. Bon, en pratique, évidemment, les objets les plus massifs et les plus proches noient cette influence dans un signal bien plus fort. Toujours est-il que notre cube idéal ne pourrait pas s'affranchir de la gravité, ce qui signifie qu'il ne serait pas complètement vide. Un cube idéal A, situé près d'un trou noir supermassif, ne serait pas soumis au même champ gravitationnel qu'un cube idéal B, situé au milieu d'un vide intergalactique. Si des vides peuvent avoir des propriétés différentes entre eux, c'est qu'ils ne sont pas vides. Il y a à minima une information qui est présente pour les différencier. Certaines théories, qui cherchent à unifier la relativité générale et la mécanique quantique, imaginent que l'interaction gravitationnelle puisse être transmise par une particule, le graviton. Il faut dans ce cas imaginer que notre cube idéal en est rempli, surtout avec ses immenses murs en plomb. Il serait intéressant alors de savoir si, au moins en théorie, l'information gravitationnelle peut être bloquée, ce qui permettrait de pousser notre expérience de pensée un peu plus loin. Même si le graviton n'existe pas, le champ de Higgs et son boson ont eux bel et bien été confirmés expérimentalement voilà 10 ans. C'est eux qui confèrent une masse à la matière et il est absolument impossible d'imaginer un dispositif qui puisse s'affranchir de leur influence. On pourrait imaginer amener tous les champs connus de la mécanique quantique à leur plus bas niveau d'énergie possible, l'énergie de point zéro. Mais même dans ce cas, le vide ne serait pas vide. Il lui resterait ce qu'on appelle l'énergie du vide. À ces niveaux de plus basse énergie, ces champs sont en effet soumis à des fluctuations, lesquelles peuvent avoir des conséquences physiques avec l'apparition et la disparition très rapide de particules virtuelles, lesquelles sont à leur tour capables de mouvoir des objets macroscopiques. Cet effet, prédit au début du siècle dernier, a pu être vérifié expérimentalement en 1997. On parle de phénomènes très ténus, mais qui empêcheraient tout de même notre vide d'être complètement vide. Certains chercheurs font l'hypothèse que cette énergie du vide pourrait être le responsable qu'on cherche derrière l'énergie noire. Mais même si ce n'est pas le cas, alors cette énergie noire doit tout de même être présente dans notre vide. Sous une forme ou sous une autre, elle reste une influence qui ferait que notre vide ne serait pas statique, mais en expansion. Et là encore, un vide qui se transforme peut-il être considéré comme vraiment vide ? Il paraît ainsi impossible de relier le concept qu'on désigne comme vide à une quelconque réalité physique. L'absence de toute chose ne semble pas faire partie des possibilités de l'univers. Il faudrait donc ainsi se joindre à la sagesse populaire pour dire que la nature a horreur du vide. Comprendre exactement ce qu'on appelle le vide est justement un des défis de la physique moderne. Quelles sont ses propriétés fondamentales et comment ont-elles et vont-elles influencer l'histoire de l'univers ? Des instruments comme le LHC et des théories comme la théorie M s'intéressent ainsi particulièrement à sa nature. Dans cette dernière, l'espace-temps serait constitué de 11 dimensions, ce qui là encore interroge sur ce qu'on appelle le vide. La majorité de ces dimensions échapperait aux possibilités d'observation. Comment alors s'assurer que ce qu'on décrit comme vide, dans l'espace tel qu'il nous apparaît en 3 dimensions, est bel et bien vide si on prend en compte la totalité de ces dimensions ? Une autre question est à chercher du côté des échelles. Pour tenter d'obtenir un vide parfait, on pourrait être tenté de jouer avec l'infiniment petit, en se focalisant sur un volume vide plus petit que toutes les particules connues, ce qui limiterait les perturbations de ce vide. Il n'est cependant pas dit qu'un tel espace puisse exister. La gravitation quantique à boucle, par exemple, formule un espace-temps discret qui possède une plus petite unité et qui interdit donc de jouer avec des échelles trop petites. Vous l'aurez compris, il est difficile de mettre une définition précise sur le mot vide, du moins pour le moment. Dans son sens courant, il continue de désigner une quasi-absence de matière, et avec ce concept en tête, on peut en effet dire que l'espace est vide. Dès qu'on regarde les choses d'un peu plus près, il est en revanche évident que le vide absolu n'existe pas dans la nature, et qu'il est très probablement physiquement impossible. Ces notions évolueront peut-être dans les décennies qui viennent, grâce à de nouvelles observations ou à des percées théoriques. De quoi venir nous éclairer sur toutes ces choses qui remplissent le vide. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo.
Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 24 septembre à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.